Troisième partie, Marius. Chapitre 1. Le petit Gavroche. 8 ou 9 ans après les événements que nous venons de raconter, on remarquait sur le boulevard du Temple un petit garçon de 11 à 12 ans qui eut assez correctement réalisé l'idéal du gamin de Paris. Cet enfant était affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère, mais son père ne songeait pas à lui, et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant qui ne se sentait jamais aussi bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait, riait, quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les 2 ou 3 mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors il quittait le boulevard, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière, et arrivait où? Précisément à ce double numéro 50-52 à la Masure-Gorbeau. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par une toute pareille, Madame Burgon. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux va-nu-pied. Il y arrivait, et il y trouvait la pauvreté, la détresse, et, ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que, sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. La chambre que les Jondrette habitaient dans la Masure-Gorbeau était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre, qu'on nommait Monsieur Marius. Chapitre 2. Le brigand de la gloire. En 1831 demeurait au Marais, rue des Filles du Calvaire numéro 6, Monsieur Gillenormand. La maison était à lui. Il était un de ces hommes devenus curieux à voir, uniquement à cause qu'ils ont longtemps vécu, et qui sont étranges parce qu'ils ont jadis ressemblé à tout le monde, et que maintenant ils ne ressemblent plus à personne. C'était un vieillard particulier, le vrai bourgeois complet et un peu hautain du XVIIIe siècle. Il avait dépassé 90 ans, marchait droit, parlait haut, voyait clair, buvait sec, mangeait, dormait et ronflait. Il avait ses 32 dents. Il ne mettait de lunettes que pour lire. Un jour, on apporta chez lui, dans une bourriche, un gros garçon nouveau-né, criant le diable et dûment emmitouflé de l'ange, qu'une servante chassée 6 mois auparavant lui attribuait. Monsieur Gillenormand avait alors ses parfaits 84 ans. L'indignation et clameur dans l'entourage. Monsieur Gillenormand, lui, n'eut aucune colère. Il regarda le maillot, avec l'aimable sourire d'un bonhomme flatté de la calomnie, et dit à la cantonade « Eh bien quoi, qu'y a-t-il? Vous vous ébahissez bellement? Ces choses-là n'ont rien que d'ordinaire. Sur ce, je déclare que ce petit monsieur n'est pas de moi. Qu'on en prenne soin, ce n'est pas sa faute. » Le procédé était débonnaire. La créature, celle-là qui se nommait Magnon, lui fit un 2e envoi l'année d'après. C'était encore un garçon. Pour le coup, monsieur Gillenormand capitula. Il remit à la mère les 2 mioches, s'engageant à payer pour leur entretien 80 francs par mois, à la condition que ladite mère ne recommencerait plus. Monsieur Gillenormand avait eu 2 femmes. De la première, une fille, qui était restée fille et qui vivait avec lui. Et de la seconde, une autre fille morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé par amour ou par hasard un soldat de fortune, Georges Pontmercy, qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel à Waterloo. C'était la honte de ma famille, disait le vieux bourgeois. Il y avait en outre dans la maison, entre cette vieille fille et ce vieillard, un enfant, un petit garçon toujours tremblant et muet,
devant M. Gillenormand. M. Gillenormand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère et quelquefois la canne levée. « Ici, monsieur !»« Maroufle, polisson, approchez !»« Répondez, drôle !»« Que jouez-vous à vos riens ?» etc., etc. Il l'idolâtrait. C'était son petit-fils. Lorsqu'il parlait du père de cet enfant, il l'appelait le brigand de la Loire. Quelqu'un qui aurait passé à cette époque dans la petite ville de Vernon aurait pu remarquer un homme d'une 50aine d'années, coiffé d'une casquette de cuir, vêtu d'un pantalon et d'une veste de gros drap gris, chaussé de sabots, les cheveux presque blancs, une large cicatrice sur le front, courbé, voûté, vieilli avant l'âge, se promenant à peu près tous les jours, une bêche et une serpe à la main, dans un charmant enclos plein de fleurs. C'était le brigand de la Loire. Quelqu'un qui, dans le même temps, aurait lu les bulletins de la Grande Armée aurait pu être frappé d'un nom qui y revient assez souvent, le nom de Georges Pontmercy. Tout jeune, ce Georges Pontmercy était soldat au régiment de Saintonge. Il s'illustra dans de nombreuses batailles. À Waterloo, ce fut lui qui prit le drapeau du bataillon de Lunebourg. Il vint jeter le drapeau aux pieds de l'empereur. Il était couvert de sang. Il avait reçu, en arrachant le drapeau, un coup de sabre au travers du visage. L'empereur, content, lui cria « Pontmercy, tu es colonel, tu es baron, tu es officier de la Légion d'honneur. » 1 heure après, il tombait dans le ravin d'Ohain, où devait le découvrir Thénardier. Le petit-fils de M. Gillenormand, qui s'appelait Marius, savait qu'il avait un père, mais rien de plus. Personne ne lui en ouvrait la bouche. Pendant qu'il grandissait ainsi, tous les 2 ou 3 mois, le colonel s'échappait, venait furtivement à Paris comme un repris de justice qui rompt son banc et allait se poster à Saint-Sulpice, à l'heure où la tante Gillenormand menait Marius à la messe. Là, tremblant que la tante ne se retournât, caché derrière un pilier, immobile, n'osant respirer, il regardait son enfant. Ce balafré avait peur de cette vieille fille. 2 fois par an, au 1er janvier et à la Saint-Georges, Marius écrivait à son père des lettres de devoir que sa tante dictait et qu'on eût dit copier dans quelques formulaires. C'était tout ce que tolérait M. Gillenormand. Et le père répondait des lettres fort tendres que l'aïeul fourrait dans sa poche sans les lire. Marius Pontmercy fit comme tous les enfants des études quelconques. Quand il sortit des mains de la tante Gillenormand, son grand-père le confia à un digne professeur. Marius eut ses années de collège, puis il entra à l'école de droit. Il était royaliste, fanatique et austère. Il aimait peu son grand-père, dont la gaieté et le cynisme le froissaient, et il était sombre, à l'endroit de son père. C'était du reste un garçon ardent et froid, noble, généreux, fier, religieux exalté. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. « Marius, dit M. Gillenormand, tu partiras demain pour Vernon. »« Pourquoi ?» dit Marius. « Pour voir ton père, il est malade, il te demande. » Marius eut un tremblement. Il avait songé à tout, excepté à ceci. Marius était convaincu que son père, le sabreur, comme l'appelait M. Gillenormand dans ses jours de douceur, ne l'aimait pas. Cela était évident puisqu'il l'avait abandonné ainsi et laissé à d'autres. Ne se sentant point aimé, il n'aimait point. Le lendemain, à la brune, Marius arrivait à Vernon. Les chandelles commençaient à s'allumer. Il demanda au premier passant venu la maison de M. Pontmercy. On lui indiqua le logis, il sonna. Une femme vint lui ouvrir, une petite lampe à la main. « Pourrais-je parler au colonel Pontmercy ?» demanda Marius. « Je suis son fils, il m'attend. »« Il ne vous attend plus, » dit la femme. Alors il s'aperçut qu'elle pleurait. Elle lui désigna du doigt la porte d'une salle basse, il entra. Dans cette salle qu'éclairait une chandelle de suif posée sur la cheminée, il y avait 3 hommes, un qui était debout, un qui était à genoux, et un qui était à terre, en chemise, couché tout de son long sur le carreau. Celui qui était à terre était le colonel. Les 2 autres étaient un médecin et un prêtre qui priaient. Marius considéra ce visage vénérable et mâle. Il songea que cet homme était son père et que cet homme était mort, et il resta froid. Le colonel ne laissait rien. La vente du mobilier paya à peine l'enterrement. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius.
Il y avait ceci, écrit de la main du colonel. Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la Restauration me conteste ce titre, que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. Derrière, le colonel avait ajouté « À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. » Marius prit ce papier et le serra. Marius n'était demeuré que 48 heures à Vernon. Après l'enterrement, il était revenu à Paris et s'était remis à son droit. Marius avait un crêpe à son chapeau, voilà tout. Chapitre 3. Comment on devient républicain. Un dimanche, Marius était allé entendre la messe à Saint-Sulpice, à cette même chapelle de la Vierge où sa tante le tenait quand il était petit. Étant ce jour-là distrait et rêveur plus qu'à l'ordinaire, il s'était placé derrière un pilier et agenouillé, sans y faire attention, sur une chaise en velours d'Utrecht, au dossier de laquelle était écrit ce nom, Monsieur Mabeuf Marguillier. La messe commençait à peine qu'un vieillard se présenta et dit à Marius « Monsieur, c'est ma place. Voyez-vous, je tiens à cette place. Pourquoi? Je vais vous le dire. Mais à cette place-là, que j'ai vu venir pendant 10 années, régulièrement, un pauvre brave père qui n'avait pas d'autre manière de voir son enfant, parce que pour des arrangements de famille, on l'en empêchait. Le petit ne se doutait pas que son père était là. Le père, lui, se tenait derrière un pilier pour qu'on ne le vît pas. Il regardait son enfant et il pleurait. Il avait un beau-père, une tante riche, qui menaçait de déshériter l'enfant si lui, le père, il le voyait. Il s'était sacrifié pour que son fils fût riche un jour et heureux. On l'en séparait pour opinion politique parce qu'il avait été à Waterloo. Ce n'était pas un monstre. On ne sépare point pour cela un père de son enfant. C'était un colonel de Bonaparte. Il est mort, je crois. Il demeurait à Vernon, et il s'appelait quelque chose comme Pontmarie ou Montpercy. « Pontmercy » dit Marius en pâlissant. « Précisément, Pontmercy. Est-ce que vous l'avez connu ?»« Monsieur, » dit Marius, « c'était mon père. » Marius lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations, il dévora tout. La première fois qu'il rencontra le nom de son père dans les bulletins de la Grande Armée, il en eut la fièvre toute une semaine. Il alla voir les généraux sous lesquels Georges Pontmercy avait servi. Marius arriva à connaître pleinement cet homme rare, sublime et doux, cette espèce de lion agneau qui avait été son père. En même temps, un changement extraordinaire se faisait dans ses idées. De la réhabilitation de son père, il avait naturellement passé à la réhabilitation de Napoléon. Toutes ces révolutions s'accomplissaient en lui sans que sa famille s'en doutât. Quand, dans ce mystérieux travail, il eut tout à fait perdu son ancienne peau de royaliste, lorsqu'il fut pleinement révolutionnaire et presque républicain, il alla chez un graveur du quai des Orfèvres et y commanda 100 cartes portant ce nom, le baron Marius Pontmercy. Par une autre conséquence naturelle, à mesure qu'il se rapprochait de son père, de sa mémoire et des choses pour lesquelles le colonel avait combattu 25 ans, il s'éloignait de son grand-père. À force de piété pour son père, Marius en était presque venu à l'aversion pour son aïeul. Marius faisait de temps en temps quelques absences. « Où va-t-il donc comme cela ?» demandait la tante. « C'est quelque amourette, » disait le grand-père. Dans un de ses voyages, toujours très court, il était allé à Montfermeil pour obéir à l'indication que son père lui avait laissée, et il avait cherché l'ancien sergent de Waterloo, l'aubergiste Thénardier. Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée, et l'on ne savait ce qu'il était devenu. Pour ses recherches, Marius fut 4 jours hors de la maison. Quand Marius revint à Paris, il ne prit que le temps de quitter sa redingote de voyage et s'en alla au bain. M. Gillenormand, levé de bonne heure, l'avait entendu rentrer et il s'était hâté d'escalader, le plus vite possible qu'il avait pu, avec ses vieilles jambes, l'escalier des combles où habitait Marius, afin de l'embrasser et de savoir un peu d'où il venait. Quand le père Gillenormand entra dans la mansarde, Marius n'y était plus. Le lit n'était pas défait, et sur le lit s'étalait sans défiance la redingote.
et un moment après il fit son entrée dans le salon, où était assise mademoiselle Gillenormand, tenant d'une main la redingote. « Victoire, nous allons pénétrer le mystère, nous allons savoir le fin du fin, nous allons palper les libertinages de votre sournois. » Au même moment, un petit paquet carré, long, enveloppé de papier bleu, tomba d'une poche de la redingote. Mademoiselle Gillenormand le ramassa et développa le papier bleu. C'était le 100 de cartes de Marius. Elle en passa une à M. Gillenormand, qui lut « Le baron Marius Pontmercy ». Quelques instants après, Marius parut. Avant même d'avoir franchi le seuil du salon, il aperçut son grand-père qui tenait à la main une de ses cartes, et qui, en le voyant, s'écria avec son air de supériorité bourgeoise et ricanante, qui était quelque chose d'écrasant. « Ah ah, tiens, tu es baron à présent. Je te fais mon compliment. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Marius rougit légèrement et répondit « Cela veut dire que je suis le fils de mon père. » Monsieur Gillenormand cessa de rire et dit durement « Ton père, c'est moi. » « Mon père, » reprit Marius les yeux baissés et l'air sévère, « c'était un homme humble et héroïque qui a glorieusement servi la République et la France, qui a été grand dans la plus grande histoire que les hommes aient jamais faite. » C'était plus que M. Gillenormand n'en pouvait entendre. À ce mot « la République », il s'était levé, et pour mieux dire « dressé debout ». Chacune des paroles que Marius venait de prononcer avait fait sur le visage du vieux royaliste l'effet des bouffées d'un soufflet de forge sur un tison ardent. « Marius !» s'écria-t-il. « Abominable enfant, je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu que des misérables parmi tous ces gens-là. Entends-tu, Marius ? Vois-tu bien, tu es un baron comme ma pantoufle. C'étaient tous des bandits. » À son tour, c'était Marius qui était le tison, et M. Gillenormand qui en était le soufflet. Marius frissonnait dans tous ses membres, sa tête flambait. Il fut quelques instants ivre et chancelant. Puis il leva les yeux, regarda fixement son aïeul, et cria d'une voix tonnante « À bas les Bourbons !» Le vieillard, d'écarlate qu'il était, devint subitement plus blanc que ses cheveux, et dit d'un ton presque calme « Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent pas rester sous le même toit. » Et tout à coup se redressant, blême, tremblant, terrible, le front agrandi par l'effrayant rayonnement de la colère, il étendit le bras vers Marius et lui cria « Va-t'en !» Marius quitta la maison sans dire où il allait, et sans savoir où il allait, avec 30 francs, sa montre et quelques hardes dans un sac de nuit. Il était monté dans un cabriolet de place, l'avait prise à l'heure et s'était dirigé à tout hasard vers le pays latin. Qu'allait devenir Marius ?